Surtout que maintenant, bon, le marché est ouvert à la concurrence, donc il y a des prix intéressants. Et là, il ne faut pas hésiter, soit à le faire soi-même en tant que syndic, soit passer par des courtiers en énergie. Alors ça, on ne connaît pas. Donc des courtiers en énergie, il y en a beaucoup en France? Oui, il y en a, ça se développe et c'est très intéressant. Il ne faut vraiment pas hésiter à renégocier ces contrats de fourniture d'énergie. C'est là qu'on fait les plus grosses économies. Après, les postes qui sont importants sur un immeuble, les postes de budget qui sont importants, on a la gardienne, les charges sociales et autres, mais ça, c'est des choses qu'on ne peut pas négocier. C'est un contrat de travail, un CDI avec une gardienne et des charges sociales qu'on paye à l'URSSAF. C'est des choses qu'on ne peut pas négocier. Voilà, ensuite, la deuxième question, est-il normal que le syndic prenne des honoraires sur des travaux? Oui, c'est normal, puisque le syndic suit les travaux sur le chantier. Il y a des réunions de chantier, donc on y va, on est sur le terrain. On fait une réception de travaux, ensuite on fait un suivi de levée de réserve. Il y a un travail administratif et comptable, puisqu'il faut lancer des appels de fonds, créer des comptes travaux, gérer et payer les factures des entreprises, du maître d'œuvre, du coordonnateur SPS. Ouais, donc vous dites que c'est normal. Voilà. Oui, et en plus de ça, c'est normal, mais c'est même prévu par la loi. L'article 18.1a de la loi du 10 juillet 65 le prévoit, les honoraires du syndic sur les travaux. Alors Valérie, voilà. Le contrat de syndic le prévoit aussi. Et ces honoraires, c'est un pourcentage sur les travaux, se vote résolution par résolution. Donc ça se négocie. On peut prendre un pourcentage assez faible sur des gros travaux et un pourcentage plus important sur des petits travaux. C'est des choses qui se négocient. Alors à propos de travaux, justement, c'est Dominique qui nous pose la question. Est-ce qu'il est obligatoire de voter la cotisation du fonds de travaux? Il n'est soi-disant pas obligatoire de voter pour. Alors justement, là. Alors, c'est obligatoire. C'est obligatoire. C'est obligatoire, mais oui, la loi, c'est que du mais. C'est obligatoire. C'est l'article 14.2 de la loi de 65, issu de la loi Allure. C'est la loi Allure qui a créé le fonds travaux. Toutes les copropriétés doivent épargner un minimum de 5% du budget annuel de l'immeuble. Sauf, donc, 3 cas de figure. Les immeubles tertiaires, c'est-à-dire qui ne sont composés que de bureaux. Les bureaux, ne sont pas obligés. Deuxième exception, les immeubles neufs qui n'ont pas encore 5 ans d'existence après la réception de l'immeuble. Donc là, dans le résidentiel. Voilà. Ouais. Et troisième exception, si un diagnostic technique global, donc un DTG, a été fait et qu'il a révélé qu'aucun travaux n'était nécessaire dans les 10 prochaines années, ce qui est très rare. Ouais, d'accord. Voilà. Donc sinon, ça, ce sont les 3 cas où on peut se dispenser du fonds travaux. Sinon, c'est obligatoire et c'est 5% minimum. Donc on peut voter plus, c'est incitatif, 5%. On peut voter plus, 10%, 20% du budget, mais le minimum légal, c'est 5%. Dans la plupart des copropriétés, les copropriétaires votent 5% parce qu'ils savent que leur quote-part de fonds travaux n'est pas remboursable en cas de vente. Donc du coup, ils préfèrent ne pas épargner plus. Ça, c'est une petite faille dans le dispositif qui aurait pu être corrigée avec la loi Elan, mais ça n'a pas été le cas. Nous, on avait fait une proposition d'amendement avec la NGC en ce sens, mais ce n'est pas passé. Ce sera pour la prochaine fois. Peut-être. Question suivante. Alors, c'est Michel qui nous dit... Alors que l'Assemblée générale a jusqu'à ce jour autorisé la pose de vitrage fermant une loggia, elle le refuse maintenant sur avis du conseil syndical. En a-t-elle le droit? Et même question si c'était une véranda en étage. C'est très précis, très bon. Alors, il faut savoir que chaque demande d'aménagement privé qui affecte l'aspect extérieur des parties communes doit être voté par l'Assemblée générale à la majorité de l'article 25, c'est le fameux 25B. Ce n'est pas parce que l'Assemblée générale a autorisé une fermeture de loggia une fois que ça fait jurisprudence ou antécédent et que ça vaut autorisation pour tous les autres. Chaque demande est indépendante puisque chaque Assemblée générale est indépendante l'une de l'autre. En revanche, il est vrai que si l'Assemblée générale a autorisé par le passé un projet et que d'un seul coup, elle se met à refuser exactement le même projet, le copropriétaire demandeur pourrait se sentir lésé et contester l'Assemblée générale sur le fondement de l'abus de majorité. Il faudrait qu'il prouve qu'il y a intention de nuire, si vous voulez. D'accord. Voilà. Très bien. Allez, question suivante, c'est Monique. Les murs dans une cage d'escalier sont à la copropriété ou au propriétaire de l'appartement qui longe l'escalier? Réponse rapide. Alors, est-ce que c'est une partie privative ou une partie commune? C'est une partie commune.
La jurisprudence, alors il y a l'article 2 et l'article 3 de la loi de 65 qui disent bien ce qu'est une partie privative, ce qu'est une partie commune. Mais ces articles-là ne peuvent pas faire la liste de tous les équipements et parties d'ouvrage sur un immeuble. Donc on s'en réfère à la jurisprudence. Et la jurisprudence, la Cour de cassation, dit bien, et depuis longtemps, que la cage d'escalier est une partie commune. Donc s'il y a une réfection en peinture, un ravalement intérieur de la cage d'escalier, elle est répartie en millièmes généraux ou en millièmes bâtiments, mais ce n'est pas une partie privative. Le mur, il n'y a pas de mitoyenneté entre le copropriétaire d'un côté et le syndicat des copropriétaires de l'autre. Il peut y avoir mitoyenneté entre deux copropriétaires voisins pour une cloison non porteuse. Si elle est porteuse, c'est une partie commune, mais le mur de la cage d'escalier est à 100% une partie commune. Et heureusement, parce que si c'était que une succession de parties privatives, quand on refait sa peinture, on aurait une cage multicolore, par exemple. Donc Monique, c'est partie commune. Voilà, question suivante. Alors c'est Jean. Un président de conseil récupère les pouvoirs des copropriétaires en faisant du lobbying. Il fait voter ce qu'il veut chaque année. Est-ce que c'est normal ? Alors, du lobbying, j'ai envie de dire, peut-être qu'il faudrait que les autres copropriétaires arrêtent de lui donner des pouvoirs. Oui, il n'y a pas de raison. Ou qu'ils viennent directement en Assemblée générale. Ouais. Il faut quand même rappeler que chaque membre, chaque copropriétaire ou chaque porteur de pouvoir ne peut avoir que 3 pouvoirs maximum. Il peut en avoir plus, mais à condition de ne pas dépasser 10% des tantièmes de la copropriété. Est-ce qu'il peut y avoir une motion de défiance contre lui ? Non, ça n'existe pas. Il n'y a pas l'équivalent d'une motion de défiance. Ça n'existe pas. C'est aux autres copropriétaires de faire du lobbying aussi. Voilà. Très bonne réponse. Elisabeth, comment devenir syndic bénévole ? Alors, syndic bénévole, il faut être désigné par l'Assemblée générale syndic de l'immeuble. Alors, on dit syndic non professionnel. On dit que ça coûte moins cher, que c'est plus économique. Et tout ça. Alors après, voilà, il faut... Alors, syndic non professionnel, pour les micro-copropriétés, pourquoi pas. Quoique, quand il faut commencer à gérer des conflits de voisinage, ça devient compliqué. Moi, évidemment, je suis un professionnel, je ne le préconise pas. La loi s'est quand même complexifiée. On a de plus en plus de tâches en comptabilité, en juridique. Syndic, ça ne s'improvise pas. Bon, d'accord. Question de Sophie. Y a-t-il un nombre théorique de conseillers syndicaux recommandés en fonction de la taille de la copropriété ? Alors, c'est sûr que c'est proportionnel. Le règlement de copropriété, déjà, peut imposer un nombre. Ça, c'est important de le savoir. Sinon, c'est l'Assemblée générale qui décide. Alors, généralement, dans un immeuble de 20-30 lots, l'immeuble haussmannien là, qu'on a à Paris, on a un conseil syndical de 3, 4, 5 personnes. Dans les grandes copropriétés, on peut être autour des 10. Moi, ce que je leur recommande, c'est de se choisir un nombre impair, déjà, pour pouvoir dégager des décisions plus facilement, un nombre impair. Et puis après, dans les grandes copropriétés, ils peuvent constituer des commissions internes au conseil syndical. Une commission espace vert, une commission juridique, une commission travaux. Voilà. Très bien. Alors, le tien pose comme question, comment savoir si le conseil syndical et le syndic ne touchent pas des commissions sur les gros travaux dont les montants sont faramineux, dit-il, car les rapports et les comptes sont souvent difficiles à déchiffrer pour le simple copropriétaire. Bon, il y a du doute, on ne va pas dire. C'est difficile, mais bon, c'est difficile, oui et non. Après, il faut faire l'effort aussi de lire les documents comptables et si on ne les comprend pas, on peut aller voir, on peut prendre rendez-vous avec le syndic pour se les faire expliquer ou avec la comptable. Alors, comment vérifier ? Est-ce qu'il y a des indications là-dessus ? Alors, des bons conseils pour... Alors déjà, la loi Hoguet interdit les rétrocommissions. Les professionnels de l'immobilier ne peuvent pas toucher de rémunération autre que celle qu'ils perçoivent de leur mandant. Déjà, ça c'est clair. Les rétrocommissions sont interdites par la loi Hoguet. Ensuite, il y a aussi une question de confiance. On fait confiance ou on ne fait pas confiance. Alors, si cette personne n'a pas confiance ni en son syndic, ni apparemment en son conseil syndical, faudrait peut-être en changer. Il faut rappeler une dernière chose, c'est que ce copropriétaire ou tout copropriétaire a le droit de demander un devis d'entreprise de son côté pour comparer les prix. Et voilà. Jean-Jacques demande comment sortir d'une copropriété en difficulté car nos appartements perdent de la valeur. Jean-Jacques s'inquiète. Alors, il y a plusieurs plans d'action. Déjà, un plan d'action pour le recouvrement des charges, les impayés. Être au plus près de l'impayé, être très réactif, ne pas hésiter à assigner en justice pour recouvrir les charges. Ensuite, pas des délais trop longs et
trop fastidieux à Non, faire? copropriété, ça va aller assez vite. vite. Ouais, il y a, Ouais. il y a une chambre spéciale maintenant pour le recouvrement des charges. Ensuite, ça c'est la première chose, faire rentrer l'argent. Ouais. Hein. Ensuite, définir un plan de travaux intelligent. Sur plusieurs années, on commence par le clos, le couvert, hein, on répare les fuites, voilà, mais il faut avoir une vue, une vision hein, à long terme. Et puis après, on peut faire rentrer de l'argent autrement en essayant de mobiliser des subventions, en vendant des parties communes, en louant son toit à une antenne relais. Oui, donc il y a quand même, vous dites à Jean-Jacques, il y a beaucoup d'actions à mener qui sont simples, pas compliquées, ça peut aller relativement Mais vite. il faut d'abord être rigoureux sur le recouvrement des charges, c'est la base. Allez, on prend une dernière question, c'est Simon. Que comprend la notion faible charge? Pas d'ascenseur, pas de chauffage collectif, faible charge. Oui, faible charge, tout est relatif. Alors quand on regarde les taux moyens, en France, on est à peu près à 32 € du mètre carré par an. À Paris, on est à 40. Mais il y a de très grandes disparités. Donc il faut comparer un immeuble, voilà, des immeubles comparables entre eux. Et évidemment, s'il n'y a pas de chauffage collectif, s'il n'y a pas de gardien, s'il n'y a pas d'espace vert, enfin bref, s'il n'y a pas beaucoup d'équipements dans l'immeuble, on sera en faible charge entre guillemets. Donc faible charge, tout est relatif. Il faut prendre un immeuble jumeau hein, et le comparer à celui pour lequel on s'intéresse. Hein, parce que c'est souvent à l'occasion d'un achat, sur l'annonce, il y a marqué faible charge, il faut comparer ce qui est comparable. Hein. Donc, en gros, si on était à Paris, est-ce qu'on est en dessous des 40 €? Voilà. Ouais, ça, c'est une bonne indication. Bah, vous n'avez pas été en dessous. Vous avez été largement au-dessus de la mêlée. Merci infiniment, Gilles Frémont, ça s'est bien passé. Très bien, merci à vous, Olivier. Ça passe vite, hein? Oui, ça passe très vite. 13h30, en tout cas. Merci beaucoup. Pour continuer, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, n'hésitez pas également à aller sur le nouveau forum de Figaro Immo, Figaro Immobilier. Là aussi, continuez à poser des questions. Et puis, c'est cette nouvelle communauté, c'est aussi de se donner de bons conseils, d'éviter des pièges. En tout cas, c'est ce que l'on fait déjà ici en direct, comme avec Gilles là aujourd'hui, un expert en plateau qui répond à vos interrogations. Prochain rendez-vous, eh bien, vendredi. Alors là, on changera un peu de sujet. On parlera d'investissement locatif, notamment dans le neuf, l'immobilier neuf, avec un invité surprise. D'ici là, très bonne journée. À certains, bonne fête de la musique. Merci à Jim, merci à Bastien, merci également à Jean-Alexis et à Pierre. À très bientôt pour une prochaine édition des Clés de l'Immo.